En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Radar, caméra, GoPro, dashcam, les occasions de filmer la route sont nombreuses avec de nombreux acteurs impliqués, publics, privés, mais quel droit régit ces images? Est-ce que je peux tout filmer, tout poster sur les réseaux sociaux? Est-ce que les images des radars pourront être utilisées pour détecter d'autres infractions? Eh bien, on en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain avec mes invités en plateau. Maître Éric Barbry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocat, spécialiste dans le droit à l'image. On a plein de questions à vous poser pour savoir justement tout ce qu'on peut faire, surtout tout ce qu'il ne faut pas faire avec les nouveaux, les GoPro et les dashcam. En plateau également avec nous, Julien Bonnet. Bonjour. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business, on connaît bien dans En route pour demain. Et puis à tes côtés, Sylvain Trinel, journaliste Tech Co. Merci beaucoup. Bonjour. On en parlait il y a quelques semaines, les radars vont pouvoir détecter à partir de l'année prochaine de nouvelles infractions. Alors il y a l'absence de port de la ceinture ou le téléphone au volant. Et cette nouvelle génération de radars, eh bien, elle a suscité beaucoup de critiques, pas finalement à cause de la peur de la sanction, Sylvain Tréniel, mais plus à partir de tout ce qui pourrait être fait avec ces données, avec les images qui vont être générées par ces nouveaux radars. Oui, effectivement, ces radars-là qui doivent encore être homologués, on va dire, par le gouvernement, avec toutes les règles qui s'appliquent, on n'en sait finalement pas grand-chose. C'est-à-dire que on a bien des constructeurs de radars qui proposent déjà cette technologie, notamment dans certains pays européens, mais en l'état, en France, que vont devenir ces images, puisqu'il va falloir les traiter, et donc c'est évidemment ces entreprises qui vont traiter ces images pour ensuite les envoyer du coup à la police pour qu'elle sanctionne derrière. Et en fait, c'est cette question-là de la vie privée qui se pose véritablement. Est-ce que ces images vont pas à un moment donné se retrouver dans la nature parce que voilà, on a un employé un peu trop zélé qui a voulu se marrer et les poster sur les réseaux sociaux? Ça peut arriver. Effectivement, il va falloir un cadre. La CNIL se penche justement là-dessus pour éventuellement que cette technologie arrive. Et puis, il y a cette question de l'IA. Est-ce qu'elle ne va pas faire trop de faux positifs? C'est l'une des plaintes des associations d'automobilistes qui annoncent une pagaille généralisée au niveau des PV, alors qu'il suffirait tout simplement de respecter le code de la route, me direz-vous. Mais c'est pas aussi simple, effectivement. Il y a pas mal de problèmes qui peuvent éventuellement se poser. Justement parce que l'IA est censée détecter finalement que je ne portais pas ma ceinture à ce moment-là sur la route ou que j'avais le téléphone au volant. Maître Éric Barbry, ces images qui vont être générées par des radars, si elles se retrouvent malheureusement sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, elles ne doivent pas se retrouver sur les réseaux sociaux d'abord. Il faut être très clair, on n'est pas dans le cadre d'un film amateur ou de quelque chose, on en reparlera tout à l'heure, avec nos GoPro, nos dashcam ou autres. C'est quand même quelque chose de relativement sérieux qui est mis en œuvre sous l'égide du ministère de l'Intérieur, qui va répondre à un cahier des charges ou des cahiers des charges extrêmement précis, qui vont être mis en œuvre la plupart du temps par des prestataires extérieurs dont le niveau d'exigence et de sécurité est extrêmement fort. Et j'allais dire, aujourd'hui, on rejoue le film, c'est-à-dire qu'on se pose les mêmes questions qu'on se posait il y a 15 ans, 20 ans, quand on a commencé à inonder notre territoire de caméras et qui déjà à l'époque embêtait tout le monde. Et on trouvait, parce que c'était assez sympa, de dire, comme il y a un peu de tech, il va y avoir des problèmes. Et là, on rejoue le film, c'est-à-dire qu'on se dit, comme il y a un peu de tech, un peu d'IA, un peu de ceci, un peu de cela, que ça va être un peu plus intrusif, ça va poser des problèmes. Je ne pense pas qu'on retrouvera ces éléments sur les réseaux sociaux. Si on devait le faire, d'abord, ça pourrait déjà exister aujourd'hui. On a déjà des vidéos et on a déjà des films. Si ça devait se faire, je pense que les pouvoirs publics prendront le nécessaire, enfin les mesures nécessaires. Les mesures nécessaires, ça sera quoi? Ça sera se séparer ou en tous les cas faire en sorte de sanctionner les personnes qui auront fraudé, parce que manifestement, ça sera une fraude. Le deuxième, c'est sanctionner les entreprises qui seront les prestataires de l'État, qui n'auront pas fait leur travail, qui n'auront pas suffisamment sécurisé, responsabilisé et contrôler leurs collaborateurs. Et puis derrière, il y aura peut-être d'autres sanctions. Mais c'est des sujets, vous savez, qu'on trouve déjà sur les interventions de la police, sur les interventions des pompiers, qu'on utilise à bon escient ou à mauvais escient, parfois à bon escient pour faire des formations, par exemple, ou montrer les gestes qui sauvent ou autres. Donc voilà, faut quand même être attentif au sujet. Je pense qu'il faut le regarder avec intérêt, bien entendu, mais pas forcément rentrer dans un délire qui consisterait à dire aujourd'hui, parce que les radars vont être intelligents, ils vont être plus agressifs ou plus fraudeurs que les radars d'aujourd'hui. Sylvain soulevait une question, on va détecter de nouvelles infractions. Est-ce que si ce radar doit servir à détecter par exemple le non-port de la ceinture, mais qu'on se rend compte que je faisais d'autres infractions en même temps, est-ce que je peux être sanctionnée pour plusieurs infractions ou pas? Parce que après coup, voilà. Ou est-ce que les images peuvent même être utilisées pour
d'autres impacts judiciaires que simplement le fait de cette infraction au code de la route qui est de ne pas porter cette ceinture? C'est une très bonne question. Ça dépendra en fait des textes qui régiront l'usage de ces caméras. Le principe général, et on évoquera sans doute le rôle de la CNIL ou d'autres autorités de contrôle, le principe général, c'est que vous devez déterminer les finalités, c'est-à-dire les objectifs que vous poursuivez en mettant en place telle ou telle technologie. C'est vrai pour les radars, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre technologie qui génère des droits des données personnelles. Et là, on dit, bah voilà, moi, quand je vais présenter ce texte, que je vais soumettre, par exemple, pour avis à la CNIL, je vais dire, voilà les usages que je vais en faire. Donc, normalement, on ne sort pas de ces usages. Ceci dit, vous parlez d'un cas qui est un cas un peu marginal, qui est le cas pénal. C'est-à-dire qu'on va filmer quelque chose qui, normalement, est supposé être dans le cadre de la réglementation, port du ceinture, téléphone au volant, personne, enfant non attaché, enfin, que sais-je. Et on voit quelque chose d'autre, d'accord ? Est-ce qu'on va ne pas utiliser ce quelque chose d'autre alors que c'est la preuve d'une infraction pénale parce que le texte a dit ça, on ne va pas l'utiliser ? On voit bien que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, quel que soit le texte finalement qui va être plus ou moins détaillé, si derrière vous avez une infraction et qu'elle est filmée par une caméra qui est plus ou moins bien déclarée, vous utiliserez quand même les images. En tous les cas, le juge pénal les utilisera. Ça, c'est à peu près certain. C'est la même chose aujourd'hui avec des caméras de surveillance classiques. Vous avez des caméras de surveillance chez vous, il y en a un peu partout. Ces caméras de surveillance, normalement, elles relèvent d'un régime spécifique, qui est soit la CNIL, soit la préfecture de police. Donc, il y a un régime d'autorisation dans certains cas. Et parfois, les gens ne les déclarent pas. Voilà. Est-ce qu'on va dire que parce que j'ai filmé un meurtre avec une caméra qui n'est pas déclarée, c'est pas un meurtre ou c'est pas une preuve? Donc, vous voyez, il y aura de l'élasticité, sans doute. On est dans une zone grise, vous diriez qu'on... Alors, on ne sera pas dans une zone grise si les textes réglementaires qui sont supposés être le socle de l'usage de ces radars sont précis et disent, par exemple, voilà ce que les radars sont supposés faire. Et donc, les infractions qu'ils sont supposés caractériser sont ça, ça, ça et ça, avec telle conséquence. Mais, attention, il n'est pas exclu qu'on puisse les utiliser dans tel autre environnement avec telle conséquence. En fait, c'est un problème de transparence, de clarté, et c'est le b.a.-ba de notre vie citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut que les éléments soient prévus dans des textes. Les textes, justement, alors des images de la route, il y a celles que prennent les radars, il y a celles que prennent les caméras de surveillance, qu'elles soient privées ou qu'elles soient installées par des municipalités dans la rue pour surveiller un certain nombre de zones. On filme aussi, nous, de plus en plus la rue avec ces petits objets, on en a tous en plateau. On a des dashcams, on a aussi des GoPro, qu'on soit d'ailleurs, ou même un téléphone portable, qu'on soit piéton, automobiliste ou cycliste ou conducteur de deux roues. Les images qu'on va filmer avec ces petits boîtiers, on peut les envoyer à ses amis en ordre privé, on se montre une route un peu sympa. Est-ce que ces images, on peut les diffuser de manière publique? Est-ce que si je poste des images de la rue que j'ai filmées sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors, je suis désolé parce que le droit est assez compliqué dans la matière, mais pour faire relativement simple, tout ce qui est zone vie privée, environnement privé, local privé, vous faites rien. Voilà, vous faites rien, vous pouvez le faire, vous filmez dans une soirée entre potes, vous avez le droit d'avoir ces images, vous avez le droit de vous les échanger sur WhatsApp ou sur n'importe quelle autre application, mais ça reste de la sphère privée et il n'y a a priori aucune raison de les communiquer, sauf si les gens vous donnent un accord. Il y a la deuxième, c'est dans une sphère privée, le vol. Le vol d'informations, le vol de données, le vol d'images. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas invité à la soirée, vous la filmez, je ne sais pas, par exemple de l'extérieur, là, vous êtes vraiment dans une infraction pénale. Reste après ce que vous appelez la zone grise. Alors là, elle est plus que grise, elle va du gris clair au gris foncé, qui est l'image dans la sphère publique. Et là, on a différents niveaux. Et ça dépend aussi des gens. Vous avez les gens qui ne sont pas des personnes publiques dans un environnement public, les gens qui sont des personnes publiques dans un environnement public, les gens qui sont en groupe, voilà, les gens qui sont individuels. Donc, c'est pas que je veux pas répondre à votre question. Je me ferais vraiment un plaisir d'y répondre si j'étais capable d'y répondre en disant c'est haut, c'est bas, c'est droit, c'est gauche. En fait, le problème, c'est que ça dépend souvent des situations dans lesquelles on se situe. Donc, les zones d'interdiction, c'est je ne filme pas des choses où je n'ai rien à faire dans des zones privées. Je ne publie pas d'éléments privatifs, sauf si que j'ai acquis de bonne foi, en l'occurrence, sauf si j'ai l'autorisation des personnes, et reste ces éléments qu'on va filmer à l'extérieur. Et là, je pense qu'il faut être quand même attentif, et je regrette honnêtement que des autorités compétentes comme la CNIL ne se saisissent pas de ces genres de questions, parce que c'est pas un avocat de vous donner une réponse, ni un juge, ça serait plutôt la CNIL. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les dashcams ou les GoPro qui sont installés. Alors, la plupart du temps, la GoPro, on la met au-dessus d'un casque pour les motards, et la dashcam, elle est dans les véhicules privés ou véhicules taxi, VTC ou autre chose.
Et là, il y a des choses qu'il faudrait qu'on arrive à déterminer. Quand vous sortez un téléphone et que si je sors mon téléphone et je vous filme, ça va se voir. Vous allez être content, pas content. Je vais vous dire, bon, écoutez, je t'envoie la vidéo sur WhatsApp. Oui, merci, au revoir, terminé. On est entre nous, ça se passe très bien. Là, vous avez 2 éléments qui sont des éléments qui posent une difficulté. C'est que ça filme en permanence. C'est pas comme un téléphone que je vais sortir dans une soirée. Je vais filmer en permanence avec ma caméra la rue, donc des gens. Je vais filmer en permanence peut-être des gens dans la voiture si je suis dans un taxi. Et c'est là où ça commence à poser des questions sur lesquelles on aimerait bien avoir des réponses des autorités compétentes. On sent quand même que la CNIL, elle est pas à l'aise avec cette question, notamment par rapport aux lunettes Meta, Ray-Ban, qui sont sorties il y a quelques années maintenant. Lorsqu'on leur a posé la question, alors, est-ce que c'est légal de faire ça? Alors, ils disent qu'en théorie, oui, si on a le consentement des personnes, mais lorsque l'on est dans la rue, on ne va pas demander à chacune des personnes que l'on croise. Et en fait, il y a cette zone grise, cette fameuse zone grise où la CNIL ne peut pas vraiment répondre et ne veut pas forcément statuer, parce que ça risquerait en fait de détruire tout un écosystème avec les dashcams, avec donc les lunettes Ray-Ban, etc. Donc leur prérogative, c'est il ne faut pas qu'on puisse identifier les personnes. Donc il faut flouter les visages, les plaques d'immatriculation, etc. Alors, Ça, par exemple, si je publie l'image d'une belle route que j'ai filmée, mais j'ai forcément prévenu personne que j'étais en train de la filmer, il faut que je floute, je le poste sur Instagram, il faut que je floute toutes les plaques, toutes les personnes que j'ai croisées. si vous voulez pas de risque juridique, la réponse est oui. Vous devez flouter les individus et vous devez enlever les éléments qui permettent une identification qui seront de nature à éventuellement leur poser préjudice. Parce que toute la question, elle est aussi là. C'est-à-dire que vous avez un droit qui est un droit traditionnel, qui est le droit à l'image. Voilà, vous n'avez pas le droit de filmer les gens s'ils ne vous donnent pas votre accord. Et ça, c'est pas dans une chaîne comme BFM que je dirais qu'on connaît tous ce que c'est, ou presque, le droit à l'image. Mais après, effectivement, ça dépend des conditions d'usage de ces images et du préjudice que ça peut causer aux personnes. On a déjà eu des cas comme ça au début avec Google, quand ils ont commencé à faire tout le mapping avec des gens qui étaient filmés. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais il y avait une personne qui râlait parce qu'elle était filmée en train de faire pipi dans son jardin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça peut être un bon exemple. Et là, je pense que c'est une erreur de la part des autorités publiques, singulièrement de la CNIL, de ne pas se positionner par rapport à ça et de nous donner les clés. Parce que nous, encore une fois, moi je suis avocat, on a nos amis les juges, on va donner un point de vue. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? Il n'y a que le régulateur qui pourrait nous donner le là. Si le régulateur nous dit les lunettes c'est interdit, c'est interdit. S'il nous dit c'est autorisé sous réserve qu'il y ait des lumières qui clignotent dans tous les sens pour que les gens sachent qu'ils sont filmés, voilà, la messe est dite. Là pour l'instant on est dans une zone, on va revenir sur le gris depuis tout à l'heure, mais on est vraiment dans une zone grise. Et je pense qu'il faut déjà prendre pas mal de recul. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces caméras? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces caméras? Avec ça, je filme un instant, on va dire plutôt festif ou sympathique ou autre, bien que je puisse filmer évidemment une situation pénale. Mais avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais filmer une situation accidentogène. Voilà. Je veux pas filmer les gens, moi, dans la rue, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est filmer un accident parce que je vais avoir un problème de preuve dans le cadre d'un contentieux, je vais avoir un problème de responsabilité, je vais avoir un problème avec mon assureur. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est de filmer une situation accidentogène, donc j'ai pas besoin d'avoir véritablement les visages, les plaques. Alors les plaques, si, par exemple, avec notre assureur. Donc voilà, la question c'est, est-ce que par le fait que je filme une situation accidentogène, je peux le faire, et quelles sont les contraintes que ça peut m'imposer? Contrainte numéro 1, si vous filmez des gens dans un taxi, la moindre des choses, c'est que le taxi mette un panneau en disant « Ici, vous êtes filmé ». Si quelqu'un filme dans la rue, la moindre des choses, c'est que si, à la fin de la journée, il n'a pas eu d'accident, il efface. Pourquoi il garderait des terras de données qui servent à rien, vous voyez? Donc, c'est du bon sens. Par contre, ça serait mieux que le bon sens, ce soit pas moi qui vous le donne, mais la CNIL, par exemple. Oui. Alors, a priori, c'est le fonctionnement même des dashcams, en plus d'être en enregistrement en continu, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas avoir à effacer les images qui ont été enregistrées, mais finalement, lors de vos prochains trajets, ça effacera, on va dire, techniquement, les images les plus anciennes que vous n'avez pas récupérées, parce qu'a priori, il n'y avait aucune raison de le faire. Si Moi, ce que j'avais noté, c'est quand même, en tout cas, c'est prévu par le code pénal, qui prévoit quand même une lourde sanction en cas de partage sans dissimuler les plaques et les visages, 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Après, je ne sais pas si dans les faits,
il y a vraiment comme ça des poursuites et des sanctions qui sont appliquées, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces situations accidentogènes dont vous parliez. Ou de Je tension. fais pas trop attention si on Mais a même- souvent les têtes floutées et quoi, j'ai pas l'impression. Même les réseaux sociaux, hein, ils ont du mal à sanctionner ce genre de vidéo, parce que moi j'en vois constamment sur mon flux Oui, TikTok, voilà. des dashcams, et Oui, on on se voit doute que très quelqu'un clairement qui fait- Bien la sûr. plaque. Et d'ailleurs, pour tester pour cette émission, j'ai report une de ces vidéos en disant on voit clairement la plaque. Ouais. La vidéo n'a pas été supprimée. TikTok n'a pas semblé, ne s'est Noter pas un dit, préjudice, voilà, c'est pas pour un la préjudice, personne c'est pas un incriminée. problème, voilà. Alors qu'on voit effectivement clairement la plaque. Donc il y a aussi cette problématique vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais Mais- excusez-moi. Non, allez-y. je Non, vous mais prie, vous posez un autre problème, c'est le problème des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, on parle de vidéos qui sont publiées à juste titre ou à mauvais titre sur les réseaux sociaux via ces caméras. Mais en fait, c'est le problème de toutes les vidéos postées sur les réseaux sociaux qui sont illicites. Voilà, et qu'elles soient filmées par ça, ou qu'elles soient filmées encore une fois par ça, ou voire une caméra Super 8 si vous en avez encore. Je veux dire, la question c'est, s'il y a un contenu illicite, est-ce qu'il va être supprimé rapidement par les réseaux sociaux ? La réponse est non. Voilà, mais tout le monde le sait maintenant. Donc il y a des interfaces, et c'est celle-là dont que vous avez dû utiliser en disant je notifie un contenu illicite. Bon, bah, généralement, 9 fois sur 10, les plateformes s'assoient dessus. Il a fallu qu'on mette des réglementations nouvelles au niveau européen, DMSA, DMA, pour arriver à les responsabiliser. Mais franchement, ils traînent des cas de fer. Et après, il ne reste plus que la voie judiciaire. C'est-à-dire que si le réseau social ne veut pas l'enlever, il faut aller voir le juge. Mais si on va voir le juge, il faut aller voir un avocat. Si on va voir un avocat, il faut avoir un budget. Enfin, vous voyez. Et c'est là le problème. Voilà, c'est pas que celui-là. C'est le problème là que vous évoquez, c'est plus le problème de la réaction appropriée ou non des réseaux sociaux. Julien, tu nous en parlais à l'instant, vous en parliez aussi, Maître. Ce type de petit objet, c'est aussi pour se prémunir en cas d'accident. Est-ce qu'aujourd'hui, les assureurs, justement, valorisent un conducteur qui a une dashcam dans son véhicule et qui, en cas de choc, en cas d'accident, va montrer les images? On valorise finalement au niveau de la prime, pas vraiment. Il y avait eu peut-être il y a quelques années quelques offres comme ça, mais de quelques assureurs, et ça restait quand même assez éphémère dans le temps, et on attendait peut-être quelque chose là-dessus. Finalement, c'est un peu l'évolution qu'on attend de l'assurance avec le pay as you drive. Donc vous payez votre assurance au kilomètre, qui s'est développé ces dernières années pour les petits rouleurs notamment, où ça peut avoir un intérêt. Et maintenant le pay how you drive, avec nos voitures connectées qui savent un peu tout ce qu'on fait. C'est intéressant de voir que ça pourrait faire évoluer la prime. Tesla a des projets notamment d'assurance qui seraient reliés justement à leur voiture, qui enregistrent un peu tous les paramètres de conduite et feraient varier comme ça la prime selon votre façon de conduire. Et puis on pourrait aboutir à un scénario un peu, j'aime bien toujours cet exemple du film Le Cinquième élément, avec le conducteur, donc le héros joué par Bruce Willis, qui perd ses points en direct en fonction des infractions commises. Bon, on n'en est pas encore là, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement toutes ces images, elles vont permettre de potentiellement servir à un assureur à mieux identifier les causes d'un accident. C'est assez logique. Et puis finalement, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que si vous avez la vidéo que vous allez envoyer à votre assureur, ça ne va pas vous garantir, on va dire, d'être couvert ou non. L'idée, c'est que ça va en fait créer un sentiment, on va dire, de transparence au niveau de l'accident, et surtout vis-à-vis du tiers impliqué notamment, qui va pas pouvoir trop, on va dire, qui va être contraint à une certaine honnêteté quand vous allez lui dire, en fait, j'ai les images de ce qui s'est passé. Donc ça va peut-être surtout inciter les deux parties à avoir un comportement, on va dire, honnête, mais c'est le constat à l'amiable qui va quand même faire foi en définitive, parce qu'en plus là c'est la vision contradictoire justement de l'accident, donc c'est ça qui va être retenu. Et après, l'autre avantage peut-être pour les assureurs, c'est que normalement les dashcams, elles vont inciter à une meilleure conduite. On sait qu'on est un peu surveillé au quotidien, donc normalement vous allez moins, on va dire, risquer de commettre des infractions, sachant qu'en fait on l'a vu assez récemment, notamment avec l'affaire Pierre Palmade, ces images, elles peuvent être utilisées à charge ou à décharge. C'est-à-dire que vous avez un accident grave, on retrouve votre véhicule clairement accidenté avec vous, on va dire, dans un état on espère quand même encore vivant. En fait, les images vont pouvoir quand même servir, et en fait ça va pouvoir aussi prouver que finalement vous étiez en excès de vitesse, que vous avez commis telle ou telle infraction. Donc ça peut aussi se retourner contre vous. Je pense que c'est intéressant de le rappeler. Oui, les images peuvent être du coup utilisées par la justice. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. On se retrouve comme toutes les semaines, le week-end, sur BFM Business, et puis en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.